Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Quand mes collègues m'ont dit 40 ans de LPP, est-ce que tu pourrais pas en parler? Alors je vais commencer par deux anecdotes d'une époque bien spécifique. La première, le 21 octobre 1983, je rentre d'une année de formation à la Baloise sur les aspects actuariels, techniques, gestion administrative des fonds de pension. C'est un vendredi, le directeur général vient vers moi, enfin le directeur du département financier vient vers moi, dit « Monsieur Ferrari, votre client est là ». Puis il me pose un dossier, alors à l'époque c'était des dossiers papier comme ça, il me pose un dossier, voilà votre client. J'ose le dire parce que c'est une belle histoire, c'était le fonds de pension BOPS, 26 millions. Alors je savais ce qu'étaient des actions et des obligations, mais je ne savais pas comment on passait les ordres d'achat et de vente. Il me dit « Venez avec moi », il m'emmène, on rentre dans un salon. Bonjour Monsieur Courvoisier, je vous présente notre nouveau responsable du département institutionnel que notre banque crée et je vous laisse ensemble. Je vous laisse imaginer, vous avez 26 millions, des actions, des obligations, des immobiliers, des trucs, et j'ai la personne en face et je viens de faire une année d'actuariat et autres. Je m'assieds puis je dis « Bonjour Monsieur Courvoisier, très heureux de vous connaître. Alors, qu'est-ce que vous pensez des marchés, de votre portefeuille ?» Et là, il me parle d'un enthousiasme pendant un moment. Et à la fin, j'ai dit, écoutez, je crois qu'on est totalement alignés, on va faire une longue relation ensemble. Merci, voilà, merci bien. Puis la séance était terminée. Donc la chance, je n'avais pas eu besoin de parler d'actions et d'obligations, mais enfin, voilà un peu, je dis toujours à mes collègues qui sont chez moi, je suis un peu dur quand je vous engage, parce que je vous mets dans le bain. Mais voilà un peu comment j'ai été traité. Deuxième anecdote, nous sommes en septembre 1987. Une caisse pension qui s'appelle la Caisse pension de l'État de Vaud confie ses 2 premiers mandats en actions étrangères. 1 million de francs. Il faut se mettre en 87. On est 2 établissements à recevoir, donc on reçoit l'argent sur le compte. Magnifique, j'ai un mandat de gestion mis en actions étrangères. Puis 2-3 jours passent, et hey, Olivier, on a ce million qui traîne. Il n'y a pas le faux lac, calme. Dis, Olivier, il y a l'argent. 2 semaines après, Olivier, l'argent. Puis un certain matin d'octobre, le marché a fait moins 27%. Puis là, je dis, je vais aller à la Corbeille de Lausanne. Pour ceux qui ne savent pas, oui, vous étiez tous nés à l'époque. Ah, pas tous. Et on avait la Corbeille, c'était là. Pour ça, on parlait de la Corbeille et les gens criaient les ordres d'achat. Donc, j'étais à côté, puis les titres s'annonçaient. Puis j'ai dit, achète 50 000, achète 20 000, achète 70, achète 60. Et puis j'ai rempli mon million ce matin-là. Donc imaginez, après une baisse de 27%, une correction sur les marchés, mon concurrent, lui, a reçu l'argent 15 jours avant, il avait tout de suite investi. Personnellement, en fin d'année, la comparaison des 2 gestionnaires, il y avait une évidence, c'est que la performance n'était pas la même. Petite anecdote d'une époque de ces 40 ans de LPP, comment commencer dans le marché. Donc, acte d'accusation et jugement. Alors, j'aime bien revenir au fondement de la sécurité sociale. Je vous remets juste l'article constitutionnel. Et qu'est-ce qu'il dit, cet article ? Il dit que ces 3 piliers tout en bas visent à permettre aux personnes assurées à maintenir de manière appropriée leur niveau de vie habituel. Donc c'est un article constitutionnel qui indique les 3 piliers État, entreprise, responsabilité individuelle, qui ont mis en place ceci. Et l'objectif de ce fameux 60% à 90 720 d'atteindre si on a une période complète de cotisation. On va revenir sur cet élément-là d'année complète de cotisation, mais voilà un peu ce qui a été institué par cet article constitutionnel. Alors, j'aime bien venir maintenant sur cet article qui est l'article 1 de la LPP. J'aime toujours interpeller les gens, où est-il marqué qu'il convient de rechercher la performance absolue le plus rapidement possible? Si on prend le point, c'est maintenir le niveau de vie de manière appropriée lors de réalisation d'un cas d'assurance. Le seul but de la LPP, ce n'est pas de la gestion financière, ce n'est pas de la maximisation de rendement à court terme, c'est de pouvoir garantir des prestations données dans un cadre fixé. Alors, mon accusation, je commence là. Vous avez ici, sur ce graphique, différentes espérances de vie. Hong Kong vient de nous dépasser. En 1983, je prenais un McDom, je remplissais 14 verres. Aujourd'hui, j'ai 7 verres de plus à remplir pour cette augmentation d'espérance de vie. Il n'y a pas de miracle, il y a quelque chose à réaliser, il y a quelque chose à atteindre pour y arriver, et cela ne peut être seulement les marchés financiers.
Alors, quand la LPP rentre en vigueur, j'ai reconstitué une publicité qui m'avait rendu, là voilà, c'était une compagnie d'assurance, et c'était ça, la prévoyance professionnelle est un labyrinthe inextricable. Nous vous conduisons sur le bon chemin, confiez-nous vos fonds. Donc c'est sûr que quand il faut s'imaginer, cette loi rentre en vigueur, vous avez ce labyrinthe où on essaie de vous en mettre une montagne et de vous faire paniquer un maximum. Quid, que dire? Des gens ont paniqué, effectivement. La loi, elle rentrait en vigueur. Il y avait ces écarts entre les aînés qui coûtaient très cher, même s'il y avait des mesures transitoires. Mais c'était une complexité qui a commencé à faire paniquer les gens. Comme je dis, il y avait 18 000 fonds de pension et ça a commencé à régresser de manière importante. Ça, c'est un premier point d'accusation. C'est la manière de certaines parties prenantes, je dis certaines, donc je dis toujours, ce sont concernés ceux qui le souhaitent, les propos m'appartiennent et je les assume. Quand on fait paniquer, c'est qu'à quelque part, on a un intérêt qui est plus aligné. J'aime toujours dire aux institutions, je vous fais une présentation, si 24 heures après vous la relisez, que vous êtes seul et que vous la comprenez, vous êtes dans le conseil ou la gestion. Si vous ne comprenez pas, on commence à être dans l'influence. Non pas influence voulue, mais il y a une forme d'influence qui peut se mettre en place et qui est dommageable. Autre élément, nous avons un principe qui s'appelle la règle d'or. Alors là, j'ai mis ici appauvrissement à l'arrivée de la retraite. Entendons-nous, tous les gens, c'est scandaleux, ils ont des rentes qui sont faibles, ils ne peuvent pas vivre. On a un objectif qui était fixé, qui était au minimum ce 60%. Là, je vous ai juste mis la capitalisation de quelqu'un qui a commencé en 1985 la LPP. Il avait un salaire à l'époque de 46 000 francs. Et il aurait aujourd'hui, avec seulement l'inflation, à peu près 80 000 francs. Seulement l'inflation. La règle d'or, c'est de dire, si les capitaux sont placés à l'inflation plus 1%, à ce moment-là, l'objectif de 60% est atteint. Pourquoi le 4% de l'époque? Parce que les 10 dernières années, en 1982 de référence, étaient de 3% d'inflation, plus 1%, 4%. Pas de génie, pas de miracle. Et bien là, je vous ai mis les capitaux atteints à inflation et inflation plus 1%. Donc dans un cas, si c'est que l'inflation, c'est 276 855 pour le 7, 10, 15, 18% de la loi. Vous avez la rente atteinte et 341 000 et je vous ai fait les taux de conversion à 7,2, 6,8 et 5,4. Oui, le 5,4 du capital atteint est légèrement inférieur au 7,2 de 19 934. Alors oui, il y a 1 500 francs de différence, mais si je le prends en absolu à 6,8, on est largement supérieur. Et c'est bien cette échelle de la ligne que vous allez à, de cette ligne rouge qui n'a cessé de croître parce qu'on a un indicateur positif, c'est que ce que l'on nous donne comme rendement est supérieur à l'inflation plus 1%. Le Conseil fédéral vient de communiquer le taux de l'année prochaine, 1,25%. Nous sommes aujourd'hui à 0,21%. 1,25 correspond bien à inflation plus 1%. Donc on maintient les objectifs. Dès lors, l'inefficience de la non-atteinte à la rente promise de 60%, c'est que tous ceux qui sont rentrés entre 35 et 45%, l'immigration était de 30 000 personnes à l'époque, eh bien, ces gens-là, c'est sûr qu'il leur manque 10, 15, 20 ans de cotisation tant à l'AVS qu'à la LPP. On peut avoir le meilleur salaire qu'on veut à l'AVS, par année de cotisation qu'il nous manque, c'est 22% de moins de rente annuelle garantie à qui? Vous n'avez pas cotisé 15 ans à l'AVS, vous avez à peu près 38% de rente en moins sans rien faire, même si vous avez gagné 300 000 francs par année que vous avez cotisé sans être plafonné. Donc c'est purement structurel et fonctionnel et non une inefficience de système. Si le système est atteint, c'est vrai que celui qui arrive à la retraite avec un salaire même à 60%, qui gagnait 4 000 francs et qui a 2 400 francs, il y a une impossibilité de réaliser quelque chose. Là, il y a une inadéquation. Et là, les propos d'évolution ont été mentionnés. Après, autre élément très dommageable de mon acte d'accusation, obligation suisse et immobilier. Des investissements de trading dès le 24 mars 2004 sont rentrés en vigueur des RPC 26 et qui disent
qu'on ne peut garder les obligations à la valeur nominale alors que le cours a fortement bougé. Alors, je peux en parler parce que Coninco a eu le mandat de l'OFAS de défendre la révision de l'OPP2 face à la Commission fédérale de prévoyance. Et il y a prescription, mais je peux le dire parce que ce n'est pas du secret d'alcôve. Et nous avions dit de garder les obligations suisses, et j'y reviendrai plus tard pourquoi, à la valeur nominale pour les caisses de pension, et ne pas faire de l'immobilier une forme de trading pour arbitrer du jour au lendemain l'immobilier. Je reviendrai sur ce point. Et là, à la Commission fédérale, les représentants des retraités ont défendu mordicus que non, il ne fallait surtout pas faire ça, il fallait les mettre à une valeur de marché théorique, parce que pourquoi ? On commençait à avoir une inefficience de couverture des cotisations pour atteindre des objectifs de fonds de pension, et vu qu'on est en 2004 et les taux avaient fortement baissé, on avait des portefeuilles obligataires qui étaient conservés pour différentes raisons, qui valaient une fortune. Donc on récupérait de l'argent. Et pour l'immobilier, on avait une évolution positive de la crise des années 90 qui s'était inversée. Et il y avait des réserves immobilières qui permettaient une fois de plus de rentrer de l'argent au niveau de la caisse de pension et de couvrir l'inefficience du niveau de cotisation que nous avions. Et aussi du rendement de la fortune d'une certaine manière, dans la non-optimisation. Donc ça, je trouve cela peut-être dommageable. Donc les représentants des retraités et les représentants des banques. Et l'USAM, par contre, défendait la position de l'OFAS et que nous avions recommandé de garder, de dire non, gardons ceci, parce que les caisses de pension, c'est une approche collective de biens individuels qui est le droit à la rente. Collectif, c'est le capital et la sécurité qui doit être apportée à long terme. Ça, je me rappelle Jacques-André Schneider, pour ceux qui le connaissent, il passe vers mon collègue et moi, il me dit « Vous avez vu passer le boulet très proche, hein? C'était fort. » Je dis oui, effectivement, c'était fort. Mon collègue, lui, il n'a pas supporté, il a arrêté pendant un moment le métier parce que c'était trop pour lui. Je dis là, on était dans le politique. Donc voilà un peu mes actes d'accusation. Un autre acte d'accusation que j'ai, nous sommes au 30 mai 2011, vous avez ce qu'on appelle la fameuse étude CALM sur les frais de gestion des fonds de pension. On vous dit là-dedans clairement à un moment donné, tout ce qui est trop cher, hedge funds, via fonds d'hedge funds, private equity, matière première, c'est trop cher, vous ne devez pas l'avoir, il faut le réduire. On vous dit les frais moyens sont de 0,56%. Donc attention, les frais, ça doit être le seul guide. Vu que je suis à l'époque, j'ose le dire, la caisse la plus chère de l'étude, 1,50%, c'est un de nos clients. Sauf que sur les 5 dernières années, sa performance nette était de 0,9%, bien qu'il ait 50% de frais par année. La moins chère, c'était un de nos clients, 0,36% de frais. Sa performance nette était de 1% de moins par année. Donc entre les deux, c'était en net 1,9% d'écart en net, bien qu'en frais, il y ait effectivement 1,2% d'économie. Mais que vaut le 1,2% d'économie quand en net, même si j'ai 0,5, 0,6 ou 0,7 de plus, je ne le fais pas. Et ça, je pense que ça a été l'étude la plus dommageable qui a été faite, non pas pour dire libre cours à la gestion des frais et autres, mais il y a certaines réalités qui sont là. Après, tyrannie du court terme ou gestion d'entreprise. S'il vous plaît, concentrez-vous sur le graphique de gauche. Sur le graphique de gauche, qu'est-ce que je mets ? Vous avez les engagements d'une caisse de pension. Quels sont les engagements à très court terme ? Je l'ai mis à 12 mois, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques qui valident qu'est-ce que le court terme, très court terme. Après court terme, 1-5 ans, moyen terme, 6-10 ans, voire 11 ans un peu plus, long terme, jusqu'à 26 ans et plus. Ça, c'est la structure du bilan de caisse de pension. Vous allez dire, oui, monsieur Faré, on le sait, nous faisons des études ALM, c'est connu. Mais je reviens jusqu'en 1987, si vous prenez le graphique en haut à droite, 1983-1993, comment est-ce qu'on gérait la caisse de pension ? Nous ne gérions pas une caisse de pension, nous gérons une entreprise. Ce n'est pas une maximisation de la performance, c'est une congruence entre effectivement les actifs passifs dans un élément de gestion d'entreprise. Et j'aime bien mettre le graphique de dessous, de dire dès 1994, les éléments que l'on a fait, c'est plus que le rapport à 3 mois qui est déterminant. Alors je prends un exemple de 1994 intéressant. J'ai une entreprise, Alcatel, le groupe Alcatel. En janvier, la direction générale me téléphone, dit « Monsieur Ferrari, on va licencier en fin d'année à peu près 10% de l'effectif. » Pour différentes raisons. Je dis « Waouh !»
combien ça va coûter? Puis il dit, OK, bon, on va regarder, il nous donne les indications, 60 millions qu'il faudra débourser entre Noël et Nouvel An, à peu près. Arrive la première commission de placement. Bon, voilà, leur politique de placement, je pense pour l'année, les prévisions, les évolutions. Je n'avais rien le droit de dire parce qu'il y avait le patron des syndicats qui était à la commission de placement. Bon, lui, ben voilà, on va faire ces placements. Ils disent, OK, on y va. Commission de d'avril, la même chose. Arrive septembre, annonce des licenciements. Là, à la commission de placement, naturellement, M. Ferrari, qu'est-ce qu'on fait? La panique. Je dis, écoutez, je vous redis le mois prochain, je vais faire les calculs, on verra. Et puis, j'arrive le mois d'après, naturellement, c'était un travail qui était fait. Je dis, écoutez, on a 60 millions à sortir à peu près, mais tout est bon, entre Noël et Nouvel An, on a 60 millions d'échéances. Et là, je reviens à mes obligations. On avait des obligations qui arrivaient à échéance au cours de l'année. Donc, on les réinvestissait à terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et pas à long terme. On n'avait pas besoin de les avoir en valeur boursière, parce que les obligations suisses, on les utilisait pour garantir les engagements à des échéances connues. Que ça soit 1 an, 3 ans, 5 ans, on avait des échéances connues, des besoins financiers connus, on mettait l'obligation, quelle que soit sa fluctuation, sa performance ne nous intéressait pas, puisque l'important c'était ça. Là, le patron du syndicat, il dit, vous saviez? Je dis, oui monsieur, je savais. Je fais de la gestion d'entreprise, je ne fais pas de la gestion de fortune, d'accord? Et entre Noël et Nouvel An, cette année-là, pour ceux qui le savent, c'était en moyenne moins 5,5%. C'était 3 millions d'économies. C'était 3 millions de gagnés parce que nous n'avons pas dû vendre à perte. Alors oui, on vous dira, vous vendez à perte. Non, on n'a pas vendu à perte. OK, le cours a baissé et tout. Bon, on a vendu à ce moment-là. Mais oui, par rapport à 31 décembre, on a vendu à perte. C'était juste 3 millions de gagnés pour l'institution de prévoyance. Alors effectivement, elle avait 300 000 francs de frais supplémentaires par son TER élevé. Mais cette année-là, elle gagne 3 millions pour cet exemple. Donc voilà ce grand changement. Je dis, alors le propos m'appartient et je laisse mes collègues s'ils veulent y abonder ou pas, je parle de la société, mais pour moi, cette étude et cette démarche et ce 3 mois qui est venu, vers 1904, ça a commencé, Julius Baer, UBS ont commencé à publier leurs performances à 3 mois comparées à des analystes, donc ça allait bien, puis quand il y a eu la baisse, on ne voyait plus les publications. Donc voilà un peu le point. Donc, quel est l'horizon d'investissement? La dérive du long terme. J'adore le 1-3 mois, on parle de budget, on parle de bonus et de benchmark. Quel va être mon bonus? Comment j'ai? J'ai intérêt à maximiser toute performance, parce que l'année où ça ira mal, il y en a de toute façon une régulièrement, c'est pas grave, c'est l'année où je n'aurai pas de bonus. 5-10 ans, c'est un cycle économique. Pourquoi on parle des actions, l'investissement en actions? Il faut au minimum 5 ans d'horizon de réflexion ou 10 ans, c'est le time to recover. On oublie que dans les années 60, pendant 5 ans, nous avons perdu 45% sur les actions. 45% en 5 ans ou 45% en 1 an, ça n'a pas la même valeur. Parce que si votre objectif de rendement, de couverture de vos engagements est de 3% par année, en 5 ans, c'est 15% de plus. En une année, c'est seulement 5%. Donc le 45% de baisse en 1 an ou 5 ans n'a pas la même valeur. Et c'est là qu'on revient à la réflexion en gestion d'entreprise. Et 20 ans, c'est l'horizon des retraites. Je vous parlais de BOPS, la caisse pension existe toujours. La caisse principale, on a fait x4 sur la fortune. Et d'autres institutions, d'autres sont stagnantes, d'autres ont de légères régressions. J'aime toujours à dire une caisse de 100% de retraités est plus facile qu'une caisse où il y a des actifs. Pour la simple et bonne raison, c'est que les retraités, j'ai une certaine probabilité de mesure de risque bien définie. Alors celle qui a les actifs, elle peut disparaître du jour au lendemain. Je suis avec un conseil d'administration d'une société à Lausanne. On discute, j'assiste à ce conseil. À un moment donné, ils disent non, mais dans 2 ans, les gars, on n'est peut-être plus là. Enfin, ils n'ont pas dit les gars, ils ont dit à terme, on n'est plus là. Puis je dis pardon, je peux. Vous dites que vous n'êtes plus là dans 2 ans? Il dit, M. Ferrari, vous êtes au conseil d'administration. Je dis, moi, je vous pose la question. Il dit oui. Alors je dis, vous liquidez votre caisse tout de suite. Parce que là, il faut protéger les affiliés. Vous avez une certitude, dans 2 ans, on n'est plus là, une probabilité que les marchés montent, vous pouvez encore gagner des pourcents ou autres, mais il y a aussi la probabilité qu'on baisse brutalement et qu'il y ait une grosse perte pour la société, que ça lui coûte cher. Et ils ont effectivement liquidé la caisse dans les mois qui ont suivi. Et tant mieux ou tant pis, je ne me rappelle plus l'époque, mais je me souviens bien de cette séance, c'était vers Crissier, où, waouh, là, non, c'est la fière. Donc vous voyez, là, je vous parle de nouveau, gestion d'entreprise. Je ne parle pas gestion de fortune. Un jour, un client perd une certaine somme, un de mes collaborateurs fait le calcul sur son salaire annuel, il devait travailler 1200 ans pour la perte qu'avait fait la caisse, et j'ai ramené la réflexion de dire non, la fortune, c'est un stock, c'est du sable qu'on utilise pour le chantier, voilà, il s'est passé quelque chose, et à la fin, j'ai dit, c'est comme si vous veniez de perdre un billet de 20 francs dans les égouts. C'est le rapport. Et ça l'a recroché à une réalité, parce que lui, il réfléchissait au zéro et à un salaire. Alors, il fallait le ramener à une réalité économique, matière première,
fortune existante, cotisation, éléments. Alors on va parler maintenant de la création de valeur à long terme. Création de valeur à long terme, j'aime bien vous reprendre, ce sont les indices, pour deux raisons je l'ai pris, j'ai pris les indices Pictet, LPP de 25, 40 et 60. Le 60, j'espère que vous voyez du fond, c'est la ligne du bas rouge. Je pars depuis 2000 parce qu'on a cette chance d'avoir une baisse des marchés de 50% en 6 trimestres, soit sur 3 années. 6 trimestres, c'était long là. Et la ligne jaune de 60% equity maximum, ou la ligne de 40, elle est restée en dessous de la ligne du 25. C'est seulement vers 2020, 20 ans après, que cette politique de 60% sans time to recover, not to recover le 100% qu'elle avait, mais to recover une performance équivalente à ce qu'une stratégie moins risquée aurait pu apporter. Et là, ça a fortement dépassé. Si on entend certains éléments qui circulent maintenant, beaucoup de gens paniquent sur ce que pourraient être les marchés, mais c'est une discussion. Donc on voit qu'une stratégie très agressive a dû mettre 20 ans pour retrouver l'équivalence d'une autre stratégie. On a des institutions collectives qui ont des 45-48% en actions, qui se font valoir au marché pour ramasser des caisses de pension à l'appel, je dirais. Scalably, il ne communique pas les années où il a fallu payer des cotisations à fonds perdus pour rattraper des degrés de couverture inefficients. L'ALM a sa raison d'être à ce moment-là, dans la compréhension de ce que l'on fait, dans la durée, soit on est en modélisation pure théorique, soit on est en référence du passé, sachant que le passé se répète dans les amplitudes, mais jamais dans les raisons qui font qu'on a une correction. J'ai connu personnellement 14 corrections boursières depuis 1983, dont 3 de moins 50%. Par rapport à ceci, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire évolue, et là je prends un indice je prends une classe d'actifs du LPP 25 2000, LP 25 plus 2005, LV plus 2015. Qu'est-ce qu'on voit? En 2000, c'était obligations 60%, obligations suisses, obligations euro 10%, obligations internationales 5%, actions suisses 10%, actions monde 15%. Retenez bien ces chiffres, Suisse monde 10, 15%. En 2005, on commence à réduire les obligues et on commence à intégrer de l'immobilier. Ça a mis du temps, de l'immobilier dans les caisses de pension. Et en 2015, on vient mettre du private equity, puisque la loi s'ouvre, les choses deviennent un peu plus régulières, un peu plus évidentes. Alors là, on va faire un petit voyage d'indicateurs historiques, performance absolue, 1990-2025. Genre, je redescends plus loin. Le premier tout en haut, c'est les actions suisses. Si je prends ce pur graphique-là, il n'aurait jamais fallu faire d'actions étrangères. Pourquoi faire des actions étrangères? On le disait à l'époque quand on parlait aux gens. Mais vous avez vu l'évidence, pourquoi faire des actions étrangères? Mais les actions étrangères, c'est une question de liquidité. Parce que si toutes les caisses pension au moment n'avaient que des actions suisses et qu'il se passait un problème économique complexe et qu'on déverse, je vous laisse imaginer la chute qu'il pourrait y avoir sur ce seul marché. Donc l'action étrangère n'était pas une optimisation de rendement, c'était une optimisation d'un potentiel risque économique à un moment donné pour s'assurer une liquidité suffisante pour pouvoir agir et ne pas avoir un marché qui se casse la figure de manière trop rapide. Et je reviendrai sur ce propos à la fin de ma présentation. Donc par rapport à ceci, voilà, MSCI WorldNet, fonds immobiliers. On est en on est en août 2025 pour le dernier. Donc naturellement une forte reprise, mais vous le savez, les fonds immobiliers ont entre 30 et 60% d'agio aujourd'hui. J'ai encore vu un fonds récemment qui a acheté un immeuble à 2% de rendement brut, qui naturellement a une étiquette énergétique par rapport à la dernière loi qui est juste catastrophique, mais il l'a acheté. Et il y en a qui nous disaient on ne trouve pas d'immeuble à acheter. Donc on a une dislocation, et je l'ai écrit dans un post sur mon LinkedIn, on n'est pas devant une crise immobilière, on est devant une crise financiario-immobilière, ce qui est différent, potentiel. Qu'on sait que ça va arriver, je ne sais pas. On vous a mis un indice tout en bas, il ne veut pas, un indice ici, IPS3, cette fois c'est un indice de diversification un peu plus large, de 30% en actions. Et là vous avez l'or. L'or, le dernier bout qu'il a fait là. D'accord? Alors, il est encore bien en retard sur le reste, mais il a fait ce bout. Après, vous avez les commodities, on en parlait un peu hier, des hedge funds à ce niveau-là, et après le World Bond Index et le Saron à 3 mois. Ceci, c'est pour la période 90-2025. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que pour montrer la capacité de réalisation de performance de quelque stratégie que ce soit, il faut que le temps qui s'est écoulé ait été positif.
Mais vu que les arbres ne montent pas au ciel, dans la mesure où c'est positif, tout le monde va rentrer dedans, un maximum, pas tout le monde, je serais arrogant, mais un maximum de gens vont rentrer parce que c'était positif, mais suivant quoi, c'est peut-être aussi le message que la performance est épuisée, ou la création de performance est épuisée. Et j'ai changé de période 99-2025, et là on voit que c'est l'or, l'immobilier, on retrouve toujours le SPI et les actions internationales. Donc si je suis sur cette période-là de référence, on voit que j'ai une inversion des 4 leaders de la création de performance dans l'institution de prévoyance, et naturellement ça commence à changer mon langage. Quid quoi? Après, si je continue, je prends une période 1999-2025 en relatif, donc on voit les amplitudes, ce que cela donne. Puis j'ai été chercher en relatif 2009-2025. Ah, il fallait peut-être pas faire d'action suisse à ce moment-là, mais il fallait peut-être pas en faire seulement depuis 2022, et on va y venir sur cette période. Donc on a un indice qui explose là, et les actions suisses, bien. Le Rublas immobilier, il a eu sa correction, il est revenu depuis 2023, il est bien revenu. L'or qu'on revoit, et on retrouve toujours les autres qui sont dessous en termes de relatif cette fois, et pas de performance absolue. Donc on voit que la période de référence que l'on utilise est complètement différente et dépend de facteurs macroéconomiques, et là je vais revenir sur ce point-là. Par rapport à ceci, eh bien, les 7 fantastiques. Regardez juste à gauche, vous avez les titres dont on parle. Vous avez juste par année leur performance, d'accord, annuelle, l'évolution, et surtout le total de l'allocation qu'ils représentent dans l'indice MSCI. Je vous parlais que depuis 2021-2022, on a une forte explosion qui est liée à 7 titres. Donc mon graphique précédent, où je dis les actions internationales, c'est juste magnifique. Alors si je vais exactement, ça commence à décoller par là, 2021. 2021, je reviens plus loin. 2021, on est ici. On venait de faire 42%, 15%, moins 25%, c'est sûr quand ça corrige, et on est monté fortement. Donc aujourd'hui, 7 titres déterminent l'indice mondial. Si cet indice est pris en référence d'allocation, il va y avoir une influence qui va guider où aller. Alors, si on regarde un autre élément d'analyse de l'institution, vous avez ici les performances individuelles, vous avez ici les contributions totales, 6% à l'indice, c'est-à-dire l'indice fait 22. S'il n'y avait pas ces 7 titres, 28, on serait pas ces titres, on serait à 22. Si on regarde l'évolution qu'il y a eu, on voit que le poids dans l'indice des performances de 10% pour 7 titres. 7 titres font 10% de l'indice. Qui avait ces 7 titres dans son portefeuille? Si vous étiez en gestion indicielle, 0 souci, vous les avez, c'est une garantie. Sauf, j'ai juste regardé autre chose, le price earning ratio actuel et le forward price earning ratio, tendance du marché. Le price earning ratio, 36, 58, 36, 35, 21, 324% pour Tesla, d'accord, 28 Google, les 2 Google. Le forward, on prévoit une baisse partout. Est-ce que c'est une baisse de hausse des profits ou est-ce que c'est une baisse de correction de valeur actuelle? Parce que si c'est une baisse de correction de valeur actuelle, on est devant une grosse correction possible. Et vu que ces indices aujourd'hui font 27% de l'indice du marché, je vous laisse imaginer ne serait-ce que 40% sur le 27%, les gens ne vont pas comprendre pourquoi leur indice perd 11% d'un coup. Et ça, c'est une réalité, parce que ce n'est pas les autres parties de la cote qui peuvent compenser l'amplitude de la baisse qu'il peut y avoir là. C'est là que je retombe sur la réflexion de ce que devrait être la gestion d'une gestion d'entreprise et non plus de risque 3 mois ou d'opportunité, parce que la réalité, elle est là. Mais ce que vous devez voir aussi, c'est quel chiffre d'affaires tourne entre ces sociétés. Parce que ce sont des centaines de milliards qui tournent entre ces sociétés, de celui qui commande à Nvidia pour avoir des puces, de l'autre qui passe par Amazon, de l'autre qui passe OpenAI. Tout ceci est en train de se mélanger entre eux et vous avez une spirale de montée des chiffres d'affaires qui se passe entre eux pour mettre en place leur système de développement économique, qui lui est déjà pas mal abouti puisqu'on est tous plus ou moins clients à gauche et à droite de ce qui se passe. On a cette intelligence informatique, artificielle, si on veut le dire, ces algorithmes
qui sont en train de prendre place. Là aussi, il commence à y avoir beaucoup de questions où ça peut aller, et on peut avoir un effet d'entraînement et de domino. Je peux dire, je mise là-dessus. Si je suis dans ma gestion d'entreprise et qu'à terme, j'ai calé mes différents besoins pour mes engagements, j'ai aucun souci à me faire, parce que peu importe ce qu'ils peuvent perdre. Maintenant, je ne suis pas gestionnaire de fortune, donc je laisse le soin à ceux qui de déterminer. Mais le price-earning ratio moyen, normalement, c'est 16%. Si Nvidia perd 40% de sa valeur, le S&P 500 se casse la figure, parce qu'il en fait, ça fait le 38% de l'indice, juste par rapport au S&P 500. Donc, voilà la question. Quid, qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai pas la réponse. En 43 ans de métier, je n'ai jamais eu la réponse de ce qui allait advenir. Tout au plus des perceptions, parce que ça, on peut les avoir. Et là, on en a une d'une somme de spéculation qui s'est mise en place. Il y a un fondement de développement économique, mais il y a un aboutissement à un moment donné. Mais vu que ça a montré pendant des années que ça performe, eh ben, on est peut-être au bout du cycle. Alors, si je continue, une autre manière de voir les choses. Ben là, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de montrer la valeur de l'allocation d'actifs, la répartition, la fameuse courbe de Gauss, d'accord? Donc ici, c'est la fréquence de l'IPS 3. Alors, on voit que c'est des performances de 1% que l'on peut avoir, 30% de récurrence, et on voit que l'allocation stratégique a une courbe de Gauss très élevée qui se réduit rapidement. Mais dans les extrêmes, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve d'un côté comme de l'autre de l'or, on retrouve les actions étrangères, on retrouve le SPI dans certains extrêmes, mais on les a dans les deux extrêmes, et on retrouve les matières premières qui sont dans ces extrêmes. Mais ce qui est intéressant, on a une grande récurrence au niveau des matières premières dans la distribution, mais elles vont très loin dans la répartition et l'étendue de la courbe de Gauss. Ça, c'est une manière de montrer l'importance de l'allocation d'actifs, peut-être plus important que le trading. Alors maintenant, je vous montre un graphique de volatilité mobile sur 12 mois. Juste pour montrer 4 périodes de correction boursière qui ont chaque fois, c'est intéressant, on est en 94, on est en 2002, on est en 2008-2009, on est en 2021, 22, 23, 24. C'est le time to recover. J'ai le marché qui baisse. À quel moment j'ai récupéré la hauteur du marché où j'étais quand la baisse a commencé? D'accord? Intéressant, ça c'est chaque fois rallongé plus. Ça veut dire que dans vos caisses de pension, vous avez un objectif de rendement annuel de 3%. Si c'est sur une année, ça va. Mais rien que ce 3% est un risque induit de coût conjoncturel temporaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les indices qui ont corrigé et comment est l'explosion de la volatilité. Parce qu'on vous dit, voilà, votre portefeuille a une volatilité consolidée de 5-6, bien, ou alors les marchés, une volatilité de 15%, mais on a des écarts qui se font à chaque fois, mais pas forcément qu'à la baisse, on a des volatilités de hausse qui se mettent en place. Et ça, quand on calcule la volatilité tout seul, il faut comprendre la volatilité de hausse et de baisse. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas forcément les mêmes indices qui sont là. Alors on en retrouve un qui sont les matières premières. On le trouve souvent ici en haut dans les cycles de volatilité, tant à la hausse qu'à la baisse. On l'a vu dans le cycle cumulé, le coût des volatilités et des baisses des matières premières coûte très cher à un portefeuille quand on est dedans avec trop d'allocations. Donc ça, c'est une autre manière de voir pourquoi la diversification est importante. Alors, ici, je reprends l'article 50 au PP2. L'institution doit choisir, gérer et contrôler soigneusement ses placements qu'elle opère. Certes, ce n'est pas nouveau. Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. J'y reviens, pas la maximisation du rendement. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que la structure de l'évolution économique future prévisible de l'effectif des assurés. Ce n'est pas nouveau cet article. En 1985, on avait déjà un article qui nous permettait de faire alors, certains diront ce qu'on voulait, ce qui était possible de faire. J'ai connu une institution de prévoyance qui était montée à 50% en action parce qu'ils étaient tellement jeunes qu'ils ont dit, nous, on s'en fiche, le marché baisse de 50%, de toute façon, on a de telles cotisations qui arrivent chaque mois qu'on fera une moyenne, on pourra monter. La société n'existe plus aujourd'hui. Donc certes, la certitude de sa jeunesse, elle n'a pas été en lien avec la réalité de son développement. Mais une fois de plus, là, on est dans une gestion d'entreprise. Quels sont
Quel est le produit fini que mon institution de prévoyance doit donner? Ce sont bien des prestations. Donc, comment caler que ces prestations, quelle que soit l'évolution du marché, puisqu'on le sait, je vous dis 14 corrections entre moins 27 et moins 50 depuis moins 15 et moins 50, pour être juste, depuis 43 ans, ce n'est pas demain que ça va changer. Par contre, je remercie, le premier client que je parlais avant, il est toujours là, son institution va bien, et c'est une vision à moyen et long terme qu'elle a. Et on avait des études qui sortaient à l'époque, la politique d'investissement, c'est-à-dire l'allocation d'actifs à long terme, explique 93,6% de la variation des rendements trimestriels totaux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plusieurs études qui le démontrent. On parle de speed trading, 5000 opérations à la seconde. Ça, c'est l'informatique qui l'a amené. Mais il en demeure pas moins que cette allocation stratégique est la plus grande force que l'on peut avoir. Donc voilà un peu à ce stade-là un premier propos que je voulais vous donner. Donc j'avais dit 40 minutes. 39, j'y arrive. Et si je prends le dernier slide, je vous ai mis quelque chose parce que il y a ceux qui me connaissent disent tiens, il n'en a pas parlé, donc je ne peux pas faire une impasse là-dessus. Je pense que je ne me serais pas respecté de ne pas vous parler de la durabilité. C'est quoi? Vous voyez de Legacy of All, COP 30 amazonien. Depuis Paris, je couvre en tant que journaliste indépendant toutes les conférences sur le climat. Je n'irai pas à Belém lundi prochain parce qu'ils ont fait une COP au nord-est du Brésil pour faire plaisir à la femme du président. C'est un bidonville de plus d'1 million d'habitants. J'aurais dû être à 30 km de là où se déroule la COP et ils ont rasé 150 km de forêt amazonienne pour pouvoir faire une route rapide, une autoroute pour pouvoir amener les gens sur place. Donc on est dans une aberration. De Legacy of All, il y a 2 articles. On est 2 à écrire, M. Cuvizel et moi-même. La première partie, il est français-anglais, l'ouvrage. La première partie, c'est Net Zero 2030 sur le carbone. La deuxième partie, mon titre, c'est « Le carbone est un écran de fumée qui cache une autre vérité ». Je pose juste la question aux scientifiques, c'est expliquer pour moi quand il y avait les dinosaures, il y avait 1000 ppm particules de carbone de l'atmosphère contre 420 aujourd'hui et la température était 10 degrés supérieure. Donc j'explique dans cet ouvrage que les forêts que nous avons rasées depuis 1972, où nous avons le premier rapport de prise de conscience de ce qui se passe, les forêts rasées à ce jour représentent en capacité d'absorption carbone l'intégralité du carbone produit par l'humanité à aujourd'hui. Donc revenir en arrière impossible. Si la Chine plante 15 millions d'arbres par année, c'est magnifique pour stopper le désert du Gobi, c'est 14 milliards d'arbres qu'on a coupés. Pendant que je vous ai parlé, il y a 3 terrains de football qui viennent d'être rasés. D'accord ? Donc on a un problème de carbone, c'est un problème de consommation. Quand vous rasez des forêts primaires et des forêts dans le monde, il faut savoir qu'au XIIIe siècle, l'Église a demandé en Europe de raser les forêts pour montrer la supériorité de l'homme sur la nature. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sauf qu'une forêt rasée, on coupe la biodiversité. Il ne reste plus que 3% d'espèces animales sauvages aujourd'hui dans le monde. Et dans la biodiversité, plus grave, on approche pour certains paliers de la chaîne de vie de couper des strates d'alimentation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous effacez un strate d'alimentation de l'espèce, il y a une espèce qui va disparaître parce qu'elle ne peut plus se nourrir. On est dans un phénomène d'entraînement. Donc, deuxième limite planétaire touchée. On a un changement d'affectation des sols. Après 3 ans, une forêt qu'on rase pour faire de l'agriculture n'a plus de substrat parce que ça a été absorbé. Je vous donne une anecdote, étude du National Geographic, j'ai 140 références scientifiques derrière. La forêt amazonienne existe grâce au Sahara. Quand vous rasez une forêt, vu qu'on fait de l'agriculture, on va mettre des intrants, du nitrate et du phosphate. 3e limite planétaire touchée. L'affectation des sols. 4e, les nitrates et les phosphates que l'on met, qui, eux, s'introduisent dans l'eau parce qu'ils ne sont pas consommés en intégrité. 5e limite planétaire touchée, l'eau. Quand vous rasez des forêts, vous avez un très beau film qui s'appelle « Il était une forêt » de Luc Jacquet. Il vous explique que la forêt appelle la pluie. Elle transpire, elle appelle la pluie. Nous en sommes au 3e rapport cette année qui démontre que la forêt amazonienne, c'est définitif, elle produit plus de carbone que d'oxygène. Ça veut dire que maintenant, elle part en atrophie et on va partir en steppe. C'est qu'une question de temps maintenant. On ne peut pas l'arrêter. Donc, il y a un enchaînement de choses. Et on a, avec l'eau, quand on a ça, on a les océans. Les océans, 2e consommateur au monde. 7e limite planétaire dépassée il y a 2 semaines. Le taux d'acidité des océans. Ce n'est pas que l'océan a trop de carbone, c'est qu'on a réduit de 40% sa capacité de consommation par la surpêche.
Et c'est cette surperche de certaines espèces qui ont stoppé des cycles de chaîne de vie, dont le krill et le plancton, qui sont le principal consommateur de carbone. Donc ce n'est qu'une chaîne que l'on a. Et le climat, le temps que vous avez, il faut savoir qu'une forêt rasée, les alizés, c'est une photo que j'ai, les alizés tournaient comme ça au nord. C'est une photo que j'ai prise en conférence il y a 2 ans, on était 500 personnes, c'est M. Rockström qui est critiqué pour son rapport des années 80, qui a confirmé pour le GIEC ce qui est en train de se passer. Ben, au lieu de tourner comme ça, ces alizés maintenant, il est comme ça, et puis d'un coup il fait une boucle comme ça, il revient, il fait une boucle comme ça. C'est-à-dire que dans la mesure où il ne tourne plus en rond, il ne conserve plus le froid au nord, c'est ce qui fait qu'on a une fonte rapide. Il y a 5 ans, j'ai été au pôle Nord, on n'a pas pu atteindre la banquise dans le délai qu'on avait, alors qu'on aurait dû l'atteindre. Et ces formes, tout d'un coup, vous entendez gros froid tout d'un coup au Canada, ou gros froid aux USA, ou gros froid en Europe, gros froid en Russie, en Asie. C'est simplement que ces bulles de décrochage des alizés font tomber le froid, et parfois la bulle se lâche, et elle descend. Et dans la mesure où la bulle se lâche, elle crée un appel d'air de l'air chaud qui monte et qui part, qui va au nord. Le seul moyen qu'on a, ça serait de stopper tout, de couper les arbres et d'en planter des milliards, on ne peut pas. La technologie en est une, mais la technologie en est une pour réduire le carbone et après il y a des actions à entreprendre. C'est un peu le plaidoyer, et lundi, les 198 représentants recevront cet ouvrage, en français et en anglais, j'y vais pas, mais c'est un coup de gueule que l'on a et c'est un engagement activiste d'économie réelle à reconsidérer dans les investissements. Voilà ce que je voulais vous dire en 45 minutes. Merci de votre écoute. Première question. Environ 3/4 du cobalt mondial sont extraits en RDC, mais quasiment tout le cobalt raffiné utilisé dans les batteries de l'Est est en Chine. Le RDC reste marqué par des conflits liés aux minerais, aux violations des droits humains. Du côté lithium, l'extraction par saumure dans le salar andin consomme d'énormes volumes d'eau et peut mettre sous pression les ressources hydriques locales. La question, comment réagissez-vous ? Qu'est-ce que l'on voit ? Nous reposons principalement sur le label ESG et les ratings d'agences externes sans faire d'analyse de terrain spécifique. Certes, et le deuxième, nous sommes prêts à renoncer à un rendement. Ah ça, je ne m'y attendais pas. À du rendement en l'absence de garantie au niveau minimal des droits humains et de gestion de l'eau sur toute la chaîne. Donc ce qui fait plaisir, c'est que vous n'êtes pas bloqué dans le carbone et la biodiversité, mais qu'il y a cette prise de conscience dans tout d'un système biophysique qui aujourd'hui est atteint. Donc intéressant. Le troisième, c'est nous exigeons une traçabilité robuste, audit, certification. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis sur le carbone ? Parce que c'est le plus facile à tracer. C'est le plus facile. On a créé aujourd'hui 170 produits financiers liés au contrat carbone. C'est juste incroyable. 170 produits financiers, sachant qu'une grande partie de l'argent ne repart pas sur le terrain. Autre point, comment faut-il valoriser le risque de restriction d'exportation chinoise sur les métaux stratégiques dans les portefeuilles ? Puisque la Chine est en train de faire un... Quand les gens disaient on n'a plus de terres rares, c'est la Chine qui domine tout, je dis la Chine est en train de nous les exporter en masse, ces terres rares. Ce sont dans les batteries. Alors créons les usines de recyclage des batteries, on va pouvoir récupérer ces terres rares. Eh bien, aujourd'hui, la Chine a créé les plus grandes usines de recyclage de batteries, ce que le reste du monde n'a toujours pas fait. Donc, dans le stock qui a été transféré, ils n'ont pas été au point de le prendre. Certes, ça demandait des investissements économiques, je parlais de l'horizon économique industriel d'investissement, dans la réflexion. Donc, on voit, ce n'est pas explicitement valorisé, donc ce n'est peut-être pas forcément la chose. Ce qui est intéressant, sous-pondérer structurellement ces chaînes de valeur malgré le rendement. Je ne sais pas, vous avez vu, Huawei a construit une usine de 50 000 m² en France. Il devait avoir la plus grande création de voitures en Europe et l'usine est vide. Parce qu'ils ont construit cette usine à côté d'une base militaire et il semblerait que ça soit un pion avancé d'espionnage pour la Chine. Du coup, tous les emplois qu'il devait y avoir à zéro, vous avez une usine neuve de 50 000 m² qui n'a pas démarré. Alors ça a donné du travail à la construction pendant un moment. Question suivante. Accepteriez-vous un rendement plus faible pour financer des mines en Europe plutôt que d'importer meilleurs marchés d'ailleurs ? Vous le savez, nous avons tous été vers la Chine. J'ai eu la chance d'aller en Chine en 1986 et de redécouvrir aujourd'hui ce que ces régions sont devenues. On a fait une exportation écologique, on a fait une exportation de main-d'œuvre. La Chine a une complexité, elle a besoin d'un maximum de rendement parce qu'elle a entre 220 et 300 millions de retraités dans ces 10 années à venir.
pour lesquels elle n'a pas de régime de retraite. L'Europe, c'est 120 millions pour 720 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est à peu près 35 millions, si je suis juste, pour la moitié de ce qu'est l'Europe. Donc on voit qu'elle est à la moitié de la contrainte de l'Europe, les États-Unis, en termes de futurs retraités. Ce qui veut dire de capacité économique plus grande, parce que nos retraités, s'ils ne travaillent plus, on a un problème. Non, le rendement prime sur l'origine. Oui, si l'État subventionne une partie de risque, oui, même avec moins 1% de rendement par année. Merci encore de répondre. Il y a un bon équilibre entre les États et les institutions. Merci. Sur la prochaine décennie, d'où viendra, selon vous, la plus grande part de croissance de l'offre de cuivre que vous intégrez dans vos modèles? Nouvelle mine, on en a besoin, mais vous rappelez que c'est 10, 15 ans, voire 20 ans pour qu'une mine, 10 ans en tous les cas, pour qu'elle rentre en exploitation. De vous, nouveaux PJ dans les projets low risque. Alors la question de l'Europe, c'est qu'on sait que par exemple en France, il y a beaucoup de terres rares. Simplement, ils doivent faire des mines, voire raser des forêts à certains endroits pour pouvoir les acquérir. Merci de votre réponse. Le besoin croissant du cuivre est une composante d'impact significatif sur l'environnement. Quelle est votre position? Donc le constat est là, c'est exclusion ou pas, quelle est la réponse? Le cuivre est une demande, on ne peut rien faire, on doit aller de l'avant. C'est vrai que l'impact environnemental, et vous avez vu, je ne vous ai pas parlé d'ESG. L'ESG est quelque chose qui ne se discute bientôt plus qu'en Suisse bientôt. C'est presque une mode qui est passée. Est-ce que l'impact environnemental est une mode ou pas? Au niveau européen, de grandes institutions de prévoyance, c'est vraiment cette notion d'impact, les limites planétaires qui est considérée, et plus le fait de l'ESG dans son sens qu'on le définissait, carbone, représentativité au conseil d'administration et politique sociale d'entreprise. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour ce voyage que je me suis permis de vous faire. Merci à vous. Belle suite.